Je suis insatiable. Voilà. Et peut-être ce que je ressens aujourd'hui à 66 ans, c'est une forme d'insatiabilité non comblée et peut-être qui est en résonance avec ce monde qui appelle beaucoup de réponses. Il y a quand même une anxiété partagée par beaucoup d'entre nous, hommes ou femmes, et quel que soit l'âge, c'est assez intergénérationnel, de se sentir totalement connecté avec ce qui se passe et de se poser la question de comment on peut en prendre sa part et d'essayer en permanence de rester active, proactive, engagée dans une forme de transmission, que jamais ne se déconnecte ce lien de ce que pendant qu'on est sur Terre, on essaye de laisser quelque chose. Il faut rappeler qu'en France, on a quand même encore le sentiment que le travail des seniors reste une barrière, reste un obstacle, alors même qu'on n'a plus le chômage de masse. Là où c'était presque explicable avant, aujourd'hui c'est inexplicable et c'est inacceptable quand on parle du retour à l'emploi des seniors, que les femmes et les hommes aient autant de mal à retrouver un emploi ou à garder leur emploi. L'expérience, la continuité, l'engagement, la loyauté dans l'entreprise est un atout précieux. Je m'accroche à tout ce qui peut me permettre de rester en prise. La cinquantaine n'a pas du tout été un problème parce que c'était il y a déjà 15 ans et j'ai pas eu le sentiment que j'arrêtais quoi que ce soit. Au contraire, la soixantaine, c'est peut-être un petit peu différent parce que là, on sent se rapprocher quand même ce sujet fatidique de la retraite. Et la retraite, c'est un mot atroce en fait. Si on le voyait comme une retraite paisible et sereine à la manière indienne, où on va se recueillir et méditer et se retourner sur sa vie pour en tirer le meilleur. Mais la retraite dans nos sociétés, c'est un coup près, c'est comme une falaise. Il y a un avant et un après. Et comment ne plus faire des choix ou ne pas faire des choix trop forcés par rapport à ce qu'on est, ce dont on a envie. Ça me paraît être l'essentiel des essentiels, en fait. Mais qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureuse? Je n'ai pas réussi encore à articuler ce projet. D'ailleurs, ça doit être un challenge pour reprendre. C'est presque un défi que de répondre à cette question. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Véronique Morali. Insatiable, comme elle aime à se décrire, Véronique a besoin d'avoir un agenda rempli et s'accroche à tout ce qui peut lui permettre d'être en prise avec la réalité. Après des études à Sciences Po et à l'ESCP, elle intègre l'ENA et l'Inspection Générale des Finances qu'elle quitte en 1990 pour rejoindre Marc Ladréette de Lacharrière au moment de la création de Fimalac, dont elle est aujourd'hui vice-présidente du comité exécutif. Entre 2013 et 2023, Véronique a été co-CEO de Webedia, premier groupe de divertissement digital européen dont elle préside le conseil depuis 2023. Elle est aussi administratrice du groupe Lagardère d'Edmond Rothschild à Paris et Genève et d'Interparfums, membre du Conseil du siècle, membre du Conseil de la Fondation nationale des sciences politiques et précédemment administratif de notamment Tesco, Publicis Group, Club Med, Eiffage et Valeo. Sa carrière vertigineuse est marquée par son engagement sur la visibilité des femmes avec sa présidence du Women's Forum pendant 4 ans, la création de Force Femmes et de Terra Femina et la co-fondation du Women Corporate Directors Paris, réseau de femmes membres de conseils d'administration. Son dernier projet
le lancement de Label Capital, un nouveau fonds dédié au projet retail dans le bien-être et le mieux vivre. Pas gênée par son âge et pas prête à poser ses valises, Véronique reste active et même proactive avec cette volonté de laisser une trace et de transmettre. Dans cette conversation, nous nous sommes interrogés sur comment en prendre sa place, accompagner le basculement de carrière dès 45 ans dans des univers pas toujours accueillants, réussir sa deuxième partie de carrière et de vie. J'ai adoré recueillir ses conseils tellement précieux, mais aussi ses questionnements en toute transparence. Car au-delà de l'image de cette multipasse dévorant la vie, ce qui m'a touché le plus chez Véronique, c'est sa profonde humilité et son honnêteté. Je vous livre cette interview comme un cadeau qui, je l'espère, vous ouvrira les yeux et le cœur. Bonjour Véronique. Bonjour. Je suis particulièrement heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que la cause des femmes a toujours été ta priorité. En tout cas, c'est vraiment le fil rouge que je vois à travers ta vie professionnelle. Donc, j'ai hâte que tu nous partages tes conseils. Donc, peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de ton parcours? Quels sont les moments clés qui t'ont amené jusque-là? Qu'est-ce que tu en as appris? Quelles sont les leçons que tu en as tirées? Merci Karine et bonjour donc à tous tes auditeurs masculins, féminins, nombreux, passionnés. C'est une chance de pouvoir échanger à travers toi avec des gens qui sont intéressés par le partage des expériences. En effet, chacun a une expérience qui est la sienne. C'est difficile de se prétendre rôle modèle quand on a tellement l'impression qu'on vit sa vie au quotidien et que parfois on est submergé, parfois on a l'impression que tout glisse merveilleusement. On se dit, j'ai eu de la chance rétrospectivement, donc j'ai 66 ans. Tu m'as demandé de dire mon âge, ou en tous les cas si ça me gênait de dire mon âge, mais non, ça me gêne pas de dire mon âge, et d'autant plus que je me suis souvent demandé si à cet âge-là, on posait ses valises, comme je l'ai souvent entendu, et quand on voit beaucoup de femmes de plus de 50 ans, donc d'hommes, je les écoute moins, mais en tous les cas des femmes, dire qu'à partir de 50 ans et en plus de 60 ans, c'est un âge idéal pour savoir où on en est, faire ce qu'on a envie de faire. Je me dis que je dois être totalement décalée parce que je ne suis absolument pas dans ce cas-là. Je m'explique. Peut-être que rétrospectivement, j'ai l'impression que tout a passé si vite, chance ou pas chance, implication totale, fil rouge d'engagement, mes filles, le monde extérieur. Peut-être aussi parce qu'on vit dans un moment assez critique sur le plan géopolitique. Je suis plutôt en anxiété qu'en sérénité, et je me dis que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ne semble pas tellement avoir compté, au sens où il me reste des choses à faire, il faut encore s'engager pour ce monde qui ne va pas si bien, quand on voit tous les sujets des femmes qui sont sans cesse renouvelés, pas seulement sur le plan économique et professionnel, mais aussi la vague du MeToo qui déferle, les violences faites aux femmes, toutes les interrogations qu'on peut avoir sur les femmes dans des régimes tellement privatifs de liberté comme l'Iran ou l'Afghanistan ou plus près de nous encore. Je me dis que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et qui m'appartient au sens de choix, d'avoir été plutôt dans des carrières dites masculines, d'avoir plutôt fait des choix un petit peu atypiques à l'époque où je les ai faits, d'aller dans la finance quand j'aurais pu aller dans des sphères plus calmes de corps de contrôle en sortant de l'ENA, d'avoir choisi de faire plutôt de l'entrepreneuriat que de la fonction publique, puisque j'aurais pu faire les deux en fait. Tout ça est plein de richesses, et je me réveille le matin en me disant mais finalement qu'est-ce que j'en ai tiré? Pour répondre à ta question, cette longue parenthèse pour en arriver là, j'en ai tiré que je suis insatiable. Voilà. Et peut-être ce que je ressens aujourd'hui à 66 ans, c'est une forme d'insatiabilité non comblée, et peut-être qui est en résonance euh, avec ce monde qui appelle beaucoup de réponses. Hmm. Alors, quand tu dis il y a une sorte d'anxiété qui est là, comment tu prends soin, toi, de cette anxiété? J'en prends pas soin parce que c'est plutôt elle qui m'envahit.
Et j'essaye d'y répondre du mieux que je peux. Alors j'essaye de pas passer ma vie devant les infos en continu, même si je regarde beaucoup les infos en continu. Il y a quand même une anxiété qui est, je pense, quand même partagée par beaucoup d'entre nous, hommes ou femmes, et quel que soit l'âge, c'est assez intergénérationnel, de se sentir totalement connecté avec ce qui se passe très près de chez nous ou plus loin, et de se poser la question de comment on peut en prendre sa part. Et c'est très présomptueux parce que les affaires du monde sont loin de nous. Et je fais exprès de commencer par tout ce qui est tellement remote, tellement loin de nous, que justement on se sent un peu impuissant face à ça. Donc j'essaye de rester extrêmement en prise avec la réalité, en étant au courant, en essayant de rester très au courant de ce qui se passe et d'essayer en permanence de rester active, proactive, engagée dans une forme de transmission pour que jamais ne se déconnecte ce lien de ce que pendant qu'on est sur Terre, on essaye de laisser quelque chose. Et le quelque chose n'a pas besoin d'être grand, il a besoin d'être quelque chose. C'est une réponse à l'anxiété qui est une forme d'hyperactivité et encore une fois tout ça dans une approche assez humble parce que qui sommes-nous pour prétendre pouvoir répondre à tous ces sujets. Mmh. Donc ce que j'entends, c'est que c'est le mouvement qui pourrait être rassuré, c'est ne pas être dans l'immobilisme et c'est aussi, comme tu dis, l'engagement et c'est ce que je disais en intro, l'engagement, enfin dans ce que j'ai lu et de ce que je connais de toi, c'est vraiment, l'empreinte en tout cas que je vois très, très forte sur ta trajectoire. Donc en 2005, tu fondes l'association Force Femmes et cette association, elle est dédiée donc à l'insertion professionnelle des femmes et notamment celles de plus de 45 ans. Par rapport à tout ce que tu as vu depuis le départ, puisque 50 ans et toutes mes dents, c'est ça, hein, c'est on va regarder, OK, comment, réussir sa deuxième partie slash troisième partie de carrière. Quel est le constat que tu peux faire aujourd'hui et quels sont les conseils que tu donnes le plus souvent à ces femmes de plus de 45 ans qui, cherchent à se reconstruire professionnellement? Je dresse un constat très positif, très optimiste, moi qui ne le suis pas autant que ça finalement, en voyant que cette chaîne de solidarité proactive euh, porte ses fruits. Toutes les femmes qu'on accompagne, on en a accompagné plus de 30 000 depuis la création de Force Femmes, grâce aux 700 bénévoles qui interviennent à nos côtés, grâce à toutes ces femmes qui sont décider à ne pas se laisser ne pas se laisser engloutir par une forme de d'incapacité ou de sentiment qu'elles ne valent plus grand chose. Ça me rend assez optimiste. Ça nous rend optimiste parce que c'est aussi toutes les femmes du conseil de Force Femmes qui sont très engagées autour de moi et toute l'équipe, hein. Il y a 15 jeunes femmes de Force Femmes qui sont là à travailler sur les programmes, sur les dispositifs, sur l'insertion, le retour à l'emploi, l'employabilité, mais aussi la création d'entreprises par ces femmes de plus de 45 ans. Et c'est pas un âge qui a été choisi au hasard, c'est un âge un peu de basculement. Parce que avant on se dit que le monde est à nous, que rien ne peut nous arrêter, que le marché du travail, et en fait il faut rappeler qu'en France on ne connaît plus de chômage de masse depuis quand même déjà quelques années, et pourtant on a quand même encore le sentiment que le travail des seniors reste une barrière, reste un obstacle, alors même qu'on n'a plus le chômage de masse. Et là où c'était presque explicable avant, aujourd'hui c'est inexplicable et c'est inacceptable quand on parle du retour à l'emploi des seniors, que les femmes et les hommes aient autant de mal à retrouver un emploi ou à garder leur emploi, dès lors que les entreprises, dans le cadre des bouleversements technologiques auxquels ils sont confrontés, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la puissance des réseaux sociaux, la capacité à se mouvoir dans cet univers quand même pas si accueillant,
on va dire, ça reste incompatible vu par les employeurs. Ça reste cher, un senior qui bosse, et on leur préfère des gens qui brassent, des gens qui apportent un renouvellement, oubliant que l'expérience, la continuité, l'engagement, la loyauté dans l'entreprise est un atout précieux. Et pour ce qui est de la création d'entreprise, on a accompagné près de 1000 euh, projets de création d'entreprise qui se sont traduits par des créations, des petites évidemment, hein, on ne parle pas de multinationales, mais ça n'a aucune importance. Le tissu français, c'est essentiellement des TPE et des PME. Il ne faut pas l'oublier, puisque il ne faut pas être omnubilé par le CAC 40 ou le SBF 120. Ça, c'est une fierté aussi, parce que nos dispositifs, qu'ils soient motivés pour créer, quand on a une idée, les boosters, quand on a créé entre 1 et 3 ans d'expérience de création, et le programme Bloom, qui est un accélérateur, tout ça montre qu'il y a de la créativité, de l'envie et de la réussite. Et c'est pour ça que ça rend extrêmement optimiste. Force Femmes, c'est une association référente, il n'en existe pas d'autres en réalité, qui s'occupe de cette partie-là, employabilité, création d'entreprise, avec autant de dispositifs, autant de bénévoles, autant de partenaires. On a 200 partenaires entreprises qui nous aident. On n'est pas du tout financé par les pouvoirs publics. Et c'est une fierté. Et c'est une fierté, et c'est un exemple de ce que quand on s'y colle, si j'ose dire, avec à bras le corps, on y travaille. Hein. Rien n'est facile. Tout est gratuit pour nos femmes. Il faut quand même le rappeler aussi. Tout ça permet finalement à 30 000 femmes, grosso modo, depuis 20 ans, de retrouver un emploi. Et on a beaucoup développé les sujets digitaux, les accès digitaux. Surtout après le Covid, parce qu'on s'est rendu compte que l'association restait extrêmement active et efficace, même pendant le Covid, parce qu'elle permettait des accès à tous ces programmes grâce à l'Internet. Donc on s'est modernisé et on s'est adapté pour permettre d'être à la page vis-à-vis de nos femmes. Mmh. Alors, donc, dans 50 ans et toutes mes dents, on s'intéresse donc à ce passage, hein, à la cinquantaine. Toi, comment tu as vécu ce passage, au niveau personnel, si tu as envie d'en parler, au niveau professionnel? Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile et qu'est-ce que tu penses que tu as réussi? C'est toujours difficile de vieillir, hein, quand même. Je crois qu'il faut pas se masquer les choses. Et je mentirais et je serais pas du tout transparente si je disais que je vis ça extrêmement bien. Je ne vis pas ça extrêmement bien tous les jours. Je pense que c'est en même temps très positif de voir, par exemple, ces enfants. Moi, j'ai 2 filles qui ont 30 et 32 ans, s'affirmer, quitter le foyer. Elles sont parties il y a très longtemps et elles sont très autonomes parce que, et ça c'est une grande fierté, la notion d'autonomie des femmes, je pense que C'est c'est quelque important pour chose toi? qu'elles ont entendu dire depuis Mmh. toujours. Mais voilà, on passe quand même un peu au second plan de la vie de nos enfants. Et ça, quand on a été au premier plan, ou en tous les cas extrêmement engagé comme j'ai pu l'être, c'est pas si facile que ça. C'est une première chose, parce que les enfants, c'est quand même la partie la plus importante, enfin la plus importante pour moi, j'allais dire de la vie des femmes, en tous les cas, de la vie de pas mal de femmes, mais de la mienne en particulier. Sur la notion d'engagement professionnel, c'est aussi un moment compliqué, parce que l'âge de la retraite arrive, et même si la retraite n'est pas du jour au lendemain, en tous les cas en ce qui me concerne, parce que je fais beaucoup de choses. J'ai monté un fonds avec une de mes filles, je reste présidente non exécutive de Webedia, je reste au COMEX de Fimalac, je suis dans des conseils d'administration, je me suis donné les moyens de ne jamais avoir un arrêt brutal qui fait que du jour au lendemain, on fait sa retraite et on se retrouve dans un monde où on n'a plus ni le même statut, ni la même occupation quotidienne. On parlait de l'anxiété, ça serait une de mes énormes anxiétés si je me levais le matin et que je n'avais pas un carnet rempli de choses à faire.
tout le monde n'est pas dans cette optique-là non plus, ni dans cet état d'esprit, et je respecte toutes celles qui aspirent à autre chose. J'aspire, moi, à ne pas me trouver dans cette situation. Et donc, c'est vrai que euh, je m'accroche à tout ce qui peut me permettre de rester en prise. Mmh. Donc, la cinquantaine n'a pas du tout été un problème parce que c'était il y a déjà 15 ans et j'ai pas eu le sentiment que j'arrêtais quoi que ce soit. Au contraire, c'est à 50 ans que j'ai créé Terra Femina, puis que j'ai repris pour le gérer Webedia, qui avait été fusionné avec Terra Femina. J'ai été toujours beaucoup engagée, alors je parle même pas des aspects de force femmes, mais ni de tous les sujets de femmes dans les conseils d'administration. J'ai toujours été dans beaucoup de conseils d'administration et ça n'a pas changé. La soixantaine, c'est peut-être un petit peu différent parce que là, on sent se rapprocher quand même ce sujet fatidique de la retraite. Et la retraite, c'est un mot atroce en fait, parce que si on le voyait comme une retraite paisible et sereine à la manière indienne, où on va se recueillir et méditer et se retourner sur sa vie pour en tirer le meilleur. Mais la retraite dans nos sociétés, c'est un coup près, c'est comme une falaise. Il y a un avant et un après. Et même si l'âge de la retraite a été repoussé, on en arrive, donc je suis censée être en retraite. Et ça, c'est pas du tout quelque chose que je vis bien intellectuellement, même si ça n'est pas encore avéré en termes d'activité. Donc je mentirais si je disais que c'est pas dur de passer des caps progressifs et, et je ne suis pas encore à un état de sérénité affiché ou en tous les cas revendiqué par beaucoup de gens qui disent ben voilà, j'y suis, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai transmis à mes enfants, j'ai fait de mon mieux dans ma vie professionnelle. Non, moi j'estime que j'ai encore beaucoup à donner et que j'ai pas du tout envie de m'arrêter. Mmh. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, pour réussir cette deuxième slash troisième partie de carrière ou de vie? Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis et puis toi, c'est très, très fort aussi, hein, c'est-à-dire que l'épanouissement professionnel participe, pleinement à l'épanouissement personnel. Donc ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner là-dessus? Moi, je crois qu'il faut être en harmonie avec soi-même. Ça sert à rien de tricher, ça sert à rien de se raccrocher à des discours ambiants qui sont un peu plaqués sur ses propres vies. Euh, on a autour de nous des femmes et des hommes qui vivent tout ça extrêmement différemment. Et c'est normal, on est tous très différents. De quoi on a vraiment envie, de quoi on a vraiment besoin. Moi, je reconnais que beaucoup de femmes sont vraiment usées, femmes ou hommes, hein, usées, fatiguées, en ont vraiment marre et ont envie de marquer une pause, de se tourner sur eux-mêmes et de faire des choses dont ils ont envie et qu'ils n'ont jamais pu faire avant. Ça, c'est un premier point important parce que moi, je ne suis pas dans cette situation-là, étant donné que j'ai quand même eu la chance de pouvoir toujours faire ce que j'avais quand même envie de faire et avoir eu ces capacités, cette possibilité. Tout le monde n'est pas dans cette situation. Et vraiment, il y a des gens qui ont dû bosser parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement ou parce que leur vie a été dirigée d'une telle façon que à passer un certain âge, ils aspirent à se poser, à choisir leur vie et faire des choses qui leur fait plaisir. Ça, c'est une chose importante. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui fait que on ne va pas être en souffrance interne, mais qu'on va être authentique par rapport à soi-même? Moi, je crois que la notion d'honnêteté, d'harmonie face à soi-même, elle est importante. C'est pas la peine de tricher, surtout à un âge plus grand, plus mature. Quand on est plus mature, on n'a pas besoin de tricher. On peut à la rigueur faire semblant se forcer mais à partir d'un certain moment, je crois que c'est pas la peine. Il faut Après, vraiment accepter. quand tu dis: «Moi, pour moi, c'est pas pareil», je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que quand tu dis, être en harmonie avec soi-même, si pour toi, être en harmonie avec toi-même, si l'idée c'est de revenir aux essentiels, c'est de continuer à être en mouvement et de continuer à faire des choses que tu avais peut-être pas fait avant, c'est ce que je vois, c'est-à-dire c'est ce que tu es en train de faire.
OK, tu restes toujours dans une activité professionnelle intense, mais tu fais des choses différentes. Tu les fais différemment, tu les fais à d'autres endroits, tu les fais avec des gens différents. Tu les fais, par exemple, C'est en vrai. transmission avec ta fille, avec ce fonds. Et Enfin, tu es toujours quand même très connecté à tes essentiels. Simplement, oui, c'est pas peut-être, t'occuper d'un potager, même si moi, par exemple, m'occupe, c'est nouveau, c'est mon rêve. Ça y est, je me suis fait un potager alors que j'ai que 54 ans. Hem, mais tu es complètement en harmonie, c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que tu prends soin de tes essentiels. c'est vrai. Peut-être que tu vois, ton regard extérieur permet de montrer ça plus que la façon dont je le vis, mais c'est vrai que j'ai essayé toujours d'être connecter à mes essentiels, pour reprendre tes mots, et il faut que ça soit un motto pour nous toutes, en fait. Et c'est pas vrai pour nous toutes, en réalité. Il y a quand même, on a de la chance, et si c'est ça qui transparaît, et ce qu'on s'efforce de faire, de pouvoir le faire. Toutes n'ont pas cette chance-là. Ça me paraît être l'essentiel des essentiels, en fait. Mmh. De quoi a-t-on envie? Pourquoi pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix, si on peut s'interroger, et comment ne plus faire des choix, ou ne pas faire des choix trop forcés par rapport à ce qu'on est, ce dont on a envie. Voilà, Oui, reprendre les rênes, en fait, être beaucoup plus, exactement. ouais, en maîtrise de ce qu'on veut. Et est-ce que toi, tu as senti ça? Moi, je pourrais sentir, parce que bon, évidemment, hein, on a une partie de vie qui est derrière, même si on dit qu'aujourd'hui, si tout va bien, on peut vivre jusqu'à 110 ans. Après, l'idée, c'est comment tu vis, hein, jusqu'à 110 ans. C'est pas juste le chiffre, c'est en bonne santé. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est primordial. Mais est-ce que tu as senti ça? Moi, par exemple, je sens une espèce d'accélération, par rapport à la prise de conscience du temps qui pourrait rester, qui est beaucoup plus affûtée et qui, du coup, je me dis: «Ah, j'ai plus envie de me faire suer avec, des trucs, qui sont plus alignés avec moi, avec mes valeurs et cetera». Donc, voilà, je fais vraiment attention à ça. Et j'ai vraiment encore plus envie d'arriver, enfin de faire et d'être, en connexion avec ce qui est bon pour moi. Mais peut-être cette urgence de temps facilite ça. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu l'as senti ça? Est-ce que c'est pareil pour toi? L'urgence du temps, oui. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je sais pas si j'en ai une vraie conscience, en fait. Ce côté insatiable, je sais pas si c'est bon pour moi, en vérité, parce que je vois le regard que projettent mes proches sur moi quand je raconte ça, quand je suis démultipliée, quand je suis anxieuse. Ils ont pas du tout l'impression que c'est bon pour moi. Leur vision du bon pour moi, c'est pas la même que la mienne du bon pour moi. En fait, et ça donne à réfléchir, parce que en vérité, on pense qu'on se connaît et qu'on est la seule à pouvoir décider de ce qui est bon pour soi. Mais nos enfants, notre conjoint, nos proches ou nos amis ont parfois des questionnements, ou interpellent sur: mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu n'arrêtes pas, mais pourquoi tu es si anxieuse, pourquoi tu n'es pas plus positive sur toi-même ou sur autre chose. Et donc c'est pas, il n'y a pas une vérité absolue sur ce qui est bon pour soi. En tous les cas, encore une fois, on se trompe parfois sur ce qui est bon pour soi. Et c'est bien aussi de se dire, il faut quand même écouter ce que nous disent nos proches. Ce qui n'a pas été mon fort quand même jusqu'à maintenant, parce que j'étais plutôt quand même dans mon rail, ma vision de faire, et comme tu as dit tout à l'heure, une forme de volonté d'action, mais qui est pas contestée ni critiquée, mais en tous les cas qui est mise en question par ma famille, mes proches, et qui questionne beaucoup plus qu'avant Mmh. tout ça. Ouais, ce que je pourrais entendre, c'est le besoin de combler. Ce que je pourrais entendre, c'est ça, c'est que tu as est-ce qu'il y aurait une peur du vide? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a une course. Après si enfin, ce qui me vient, c'est, si tu sens que c'est ce dont tu as besoin, maintenant on est toujours enfin moi, toujours ce que je vais chercher, c'est l'équilibre. Et donc à quel moment tu bascules dans le trop, heu, et à quel moment tu reviens à quelque chose d'équilibré. Ça ne veut pas dire s'arrêter, c'est simplement réajuster, rééquilibrer. Parce que je pourrais entendre une sorte d'emballement
que nourrit certainement l'anxiété, parce que c'est ça aussi que ça fait, hein, l'anxiété. Alors ça a du bon, hein, ça permet aussi d'anticiper, parce que les gens inquiets, forcément, ils anticipent mieux que les autres, ils sont mieux préparés, hein. Mais c'est vrai que, ouais, il y a du réajustement et c'est vrai que le regard extérieur peut effectivement, t'amener une clairvoyance que tu as peut-être pas toi, enfin moins. Donc ça, c'est très intéressant. Exactement, exactement. Important aussi dans ton parcours, enfin en tout cas, je trouve, c'est que tu as dirigé le Women's Forum et moi je suis curieuse de savoir qu'est-ce que cette expérience t'a apprise? Le Women's Forum, c'est un objet, enfin c'était un objet parce qu'il a beaucoup évolué, s'est transformé et c'est pas le même que celui que j'ai connu. Quand il a été créé par Aude de Thuin, avec toute une série de femmes dont je faisais partie avant de prendre la présidence, c'était un objet d'aspiration très forte. Ça intervenait à un moment donné où c'était une idée excellente, très nouvelle, très novatrice, de faire un forum où les femmes seraient en première ligne et quasiment les seules à s'exprimer, là où les conférences internationales connues ou moins connues étaient quand même essentiellement attribuées ou en tous les cas composées de prises de parole masculines avec de temps en temps ou à titre exceptionnel des paroles ou des présences de femmes tellement exceptionnelles que oui, euh, c'était important de les avoir. Là, c'était une sorte de renversement du prisme et du paradigme en disant c'est important d'avoir un forum où on construit l'avenir avec le regard des femmes, exclusivement le regard des femmes. On avait quelques hommes invités, mais quand même la quintessence, c'était ça. Et c'était extraordinairement aspirationnel et unificateur. Quand Aude de Thuin a lancé ça, d'abord on a pris beaucoup de plaisir toutes pendant l'année qui a présidé à son lancement à élaborer les programmes, trouver la raison d'être, les thèmes, les sujets, les intervenantes. Il y avait cette dynamique qui a duré quand même assez longtemps, de lancer quelque chose de nouveau et de participer à être comme des pionnières, à être aux avant-gardes de quelque chose qui se lançait. Euh, pour moi, c'est ça le premier souvenir marquant du Women's Forum. J'ai beaucoup participé au programme, à la réflexion sur les contenus, sur les thèmes, sur ce lancement-là. Et puis, quand Publicis a repris le Women's Forum, Maurice Lévy, le président de Publicis, m'a demandé de présider le Women's Forum. Et là, c'était un rôle un petit peu différent, à vrai dire, puisque c'était un rôle un petit peu plus institutionnel d'un forum qui existait déjà depuis 4-5 ans, que j'ai développé à l'international. Ça n'existait pas, c'était à Deauville, dans une bulle un peu. On faisait venir des femmes de l'international, mais on n'était pas allé au devant des femmes. Donc on est allé au Brésil, en Birmanie, dans beaucoup de pays un peu inaccessibles où il se passait des choses et où c'était bien aussi de se transporter. C'est une expérience différente que d'avoir dirigé le Women's Forum. D'abord parce que on est aux prises à des sujets très différents, d'organisation, de logistique, de gestion un peu des égos aussi, il faut le dire. Les femmes qui veulent y participer, qui veulent être dans des panels, qui veulent être interrogées ou qui veulent interroger. Est-ce que, pour dire la vérité, j'ai été aussi heureuse dans cette période de présidence du Women's Forum que dans dans la période précédente? Non. J'ai beaucoup plus aimé la période pionnière et de construction que la période de présidence. C'est pas du tout que c'était déplaisant, pas du tout. C'était un rôle au contraire installé en fait, puisque être présidente du Women's Forum, c'était au pic du Women's Forum en plus. Donc il y avait une vraie notoriété, il y avait beaucoup de partenaires qui voulaient y venir, mais j'ai ça me correspondait peut-être moins sur ce côté de
une ambiance de trailblazer versus une ambiance un petit peu institutionnelle. Voilà, si on dit la Mmh. vérité. Maintenant, ça reste un beau souvenir. Le Women's Forum, c'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est en fait une legacy, une transmission. C'est un peu comme Force Femmes. Rien ne nous appartient de ce qu'on crée collectivement. On est une passeuse dans une continuité de témoignages, d'interventions, d'actions qu'on a pu mener et qui sont là. On a essayé de faire de l'intergénérationnel, de faire intervenir des femmes et des paroles de femmes privées de liberté ou en tous les cas moins en capacité de les exprimer. On a voulu aussi mettre l'accent sur les femmes dans les entreprises, tout l'aspect économique de la présence des femmes dans les conseils d'administration, dans les COMEX. Finalement, ça a porté ses fruits puisque, in fine, on a eu en France, mais pas seulement, ce mouvement qui a consisté à progressivement établir des quotas de femmes dans les instances de gouvernance, le conseil d'administration, et puis aujourd'hui dans les instances de direction, de gestion des boîtes, puisque on a aussi ces quotas dans les COMEX. Donc, Et alors justement, d'ailleurs, à ce niveau-là, parce que j'entends qu'il y a beaucoup plus de femmes qui commencent à s'autoriser justement le rôle d'administratrice et qu'il y a des demandes. Par rapport à ça, ce serait quoi tes conseils pour arriver à ce type de poste? c'est une très bonne chose. D'abord, moi, je pense que c'est une très bonne idée de faire un petit passage ou d'avoir une expérience dans des conseils. L'idée n'est pas de viser toutes d'être au conseil de CAC 40, parce que c'est quand même une C'est très expérience un petit difficile. peu Mmh. différente, mais s'habituer à être dans des instances de gouvernance, que ça soit des assos, des fondations, des startups, des petites entreprises, c'est une très bonne chose parce que ça, ça sort un peu d'un rôle opérationnel du quotidien pour prendre un petit peu de hauteur et avoir un pas de devoir de vigilance, de contrôle des comptes, de questionnement sur la façon dont une entreprise est gérée, menée, dont les key people, les personnes clés dans une entreprise sont désignées. Donc il y a toute une série d'aspects de gestion qui sont extrêmement intéressants et c'est une très bonne chose que de se positionner sur ces postes. Comment on y parvient? Alors c'est beaucoup de cooptation, c'est beaucoup de liens qu'on peut tisser avec des dirigeants d'entreprise, des femmes qui sont elles-mêmes déjà dans des conseils parce qu'il y a une rotation. Aujourd'hui, les mandats sont soit de 1 an renouvelable, soit de 3 ans. C'est bien d'avoir une rotation, donc c'est bien de un petit peu spotter, euh, se demander quel secteur on aime bien, quels sont aussi les gens qu'on connaît, parce que c'est toujours par connaissance qu'on est reconnu et qu'on est détecté, parce qu'il y a beaucoup de femmes après tout, et Mmh. il y a aussi un grand tissu industriel. Il y a les fonds qui recherchent aussi des femmes qui veulent se positionner pour aider dans la gestion. Donc il y a les conseils, la gouvernance, mais il y a aussi les fonds qui ont besoin d'expertes et d'œil experts pour aider à accompagner les entrepreneurs qui sont ceux dans lesquels les fonds ont pris des participations. Donc voilà, il y a toute une série de rôles, d'occupations, de postes qui sont sympas, très intéressants pour des femmes. Mmh. Hem, donc puisque la vie continue et que toi, le mode projet, c'est quand même ton ta structure, hem et que c'est ça qui te maintient en vie, hein, et en vie en 2 mots, quel est ton prochain challenge? Bah, alors, j'aimerais beaucoup pouvoir te répondre avec clarté. C'est sûr qu'il y en aura un. En tous les cas, j'essaye de faire en sorte qu'il y en ait un. Le challenge actuel, c'est le fond avec ma fille, parce qu'on n'a pas fini cette levée qu'on avait en tête. On progresse. On a pris des participations dans des structures. C'est autour du bien-être, avec des verticales qui sont la beauté, la santé, le dentaire, les compléments alimentaires. Donc on sent qu'il y a un champ qui correspond à cette volonté
des hommes et des femmes de se sentir bien, la notion de bien-être, du bien vieillir, tu l'évoquais tout à l'heure. Ce fonds, c'est un projet à la fois financier, parce qu'il faut convaincre des investisseurs, c'est un projet entrepreneurial et de création et d'accompagnement du tissu économique, puisque l'idée, c'est de convaincre des entrepreneurs qu'on peut les accompagner dans un déploiement à l'international, déploiement sur un nombre de points de vente, puisqu'on est dans le retail, la présence physique. Donc c'est un joli projet. J'avais encore jamais fait de levée de fonds ou de création de fonds. C'est un projet intergénérationnel, puisque avec ma fille et les 2 autres coéquipiers qui sont des ex-BCG, ils ont tous une trentaine d'années, donc on est vraiment dans l'intergénérationnel. C'est très intéressant aussi comme expérience de se confronter, eux d'être confrontés, mais moi aussi, à des façons de bosser ou de réfléchir les sujets du boulot ou du quotidien de façon à la fois semblable mais différente dans l'expression et dans la façon de faire. Donc ça, c'est un challenge en cours. Et le prochain challenge, il faudrait que j'arrive quand même à trouver... alors, si je reprends ce qu'on se disait tout à l'heure de ce que dit mon entourage, mais qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureuse? euh, je, je n'ai pas réussi encore à articuler ce projet. D'ailleurs, ça doit être un challenge pour reprendre. C'est presque un défi que de répondre à cette question. Je ne sais pas encore à date. Ça sera l'objet du prochain podcast avec toi, sans doute, Karine, de savoir si j'ai réussi ce défi d'articuler ce qui me fait plaisir et ce qui me rend heureuse dans cette partie de ma vie. Tu pourrais imaginer que plutôt que de mettre, enfin, tu vois, je suis avec quelque chose de le défi, il y a un côté, enfin, ce qui me vient, c'est que tu es en exploration permanente et c'est ok. Tu es en exploration permanente. Ça veut dire que voilà, c'est ça, ça le chemin. C'est pas d'arriver à un truc, c'est ça exactement. Non, ça change, ça évolue avec toi. C'est ça qui est puissant, je trouve. Voilà, c'est indéfini. C'est infini, pardon. C'est indéfini et infini, tu vois. C'est genre, ça va avec toi. C'est-à-dire, on est tout le temps en transformation et je trouve que c'est ça qui est beau. Je vais clôturer avec ma dernière question que j'adore, qui est en regardant en arrière, quel est le conseil que tu donnerais à la Véronique de 45 ans pour mieux aborder la cinquantaine? D'avoir plus confiance en moi, en fait, au bout du bout, d'être convaincue sans arrière-pensée ou sans crainte de cette petite voix au fond que on va y arriver. Toutes les fragilités qu'on peut avoir en soi à tous les âges, elles doivent être surmontées d'une façon ou d'une autre. Et franchement, c'est super dur. C'est super dur de se dire il y a, enfin, en moi, mais je suis sûre en plein de femmes ou d'hommes qui nous écoutent, cette espèce de petite, je sais pas si c'est un chagrin caché, une fragilité jamais surmontée, et d'essayer de faire que non, elle soit cantonnée, de pas la laisser prendre le pas sur tout le reste. C'est sans doute c'est un conseil que peut-être j'aurais dû m'appliquer plus, ça m'aurait évité d'être dans des dans des trop de peine, trop de remise en cause ou et de pas arriver à savourer mes joies au bon moment et avec la bonne ampleur que j'aurais pu avoir. Je suis sans doute, si je suis honnête, en minimisation des choses positives, en maximisation des choses plus négatives. J'essaye d'être la plus honnête possible. Et c'est d'ailleurs avec une certaine émotion que je le dis, là, tu vois, puisque c'est la Mmh. question que tu adores, mais c'est sans doute une question qui est en forte résonance parce que elle fait appel à un set de 45 ans, comme tu dis, mais ça pourrait être si tu m'avais posé celle de 20 ans ou celle de 30 ans, ou voilà. Mmh. Oui, écoute, je suis touchée par ce que tu viens de partager. Et on va conclure là-dessus. En tout cas, merci, merci beaucoup Véronique et merci de cette honnêteté, comme tu dis, et de cette sincérité.
Ça me touche et je suis sûre que ça touchera tous celles et ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci Karine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous.